stratégies par les différents acteurs pour développer la compétitivité de l'industrie. Nous avons la chance d'avoir un beau florilège de panélistes, à commencer par Madame Delphine de Chaise-Martin, députée directeur général de l'AFG. Madame de Chaise-Martin, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre et prendre place? Également, j'appelle Thierry Gortunon, Managing Director, CEO Business Development de la Française AM Finance Service. Toujours avec la musique, c'est plus sympa. Monsieur Angel Martinez Aldama est présent, présidente de Inverco, bienvenue. Monsieur Marcus Mecklenburg, vous êtes directeur Head of Legal de BVI et j'aimerais également que vous preniez place. Monsieur François Mézières, directeur général de VIP Conseil, mettez-vous où vous voulez. Et monsieur Pierre Monteillard, associé chez FREM, une société de conseil en stratégie de management pour les institutions financières. Merci. Il y a cette chaise, ça va, tout va bien. Merci à vous. On poursuit. Madame de Chaise-Martin, je me tourne vers vous. Les enjeux de compétitivité, en effet, dans le domaine de la gestion d'actifs n'ont pas de secret pour vous. Quelle est la position des acteurs vis-à-vis d'une éventuelle interdiction des incitations? Comment l'anticipe-t-il? Plus largement, comment appréciez-vous les enjeux de compétitivité dans le contexte actuel? Alors, je vais me permettre de prendre un tout petit peu de recul, et notamment par rapport à tous les débats qu'on a eus aujourd'hui, qui sont extrêmement intéressants. Je trouve qu'on a eu effectivement des échanges très riches. Un peu de recul pour effectivement parler de la compétitivité. Et je pense que c'est un élément qui aujourd'hui est de plus en plus présent dans nos discussions, et c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose de critique. En effet, on a aujourd'hui plusieurs initiatives, y compris au niveau européen. Je parlerai du rapport qui est attendu de la part de Mario Draghi, qui a été mandaté par la Commission sur la compétitivité de l'industrie financière. On a également une initiative du Conseil avec un rapport attendu de Enrico Letta sur l'économie du marché, enfin sur le marché unique européen et sur des aspects de compétitivité. Et tout ça, c'est majeur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le constat est quand même assez dramatique au niveau européen. On a quelques chiffres. En 10 ans environ, on a perdu énormément de parts de marché. Si on regarde les grands acteurs de la gestion d'actifs européens, on est passé d'une part de marché au niveau mondial qui était d'autour de 23% il y a une quinzaine d'années, pour se situer aujourd'hui autour de 15%. On a non seulement pris du retard et perdu des parts de marché au niveau global, mais également sur le marché européen. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a encore la chance en Europe d'avoir 6 grands gestionnaires d'actifs. On a 4 en France qui peuvent encore concurrencer en fait, les grands acteurs internationaux. Mais tout ça reste fragile. Et donc, c'est important qu'on se pose la question de la compétitivité de notre industrie financière. Pourquoi ? Comme l'a dit tout à l'heure Fanny Wurst, une industrie financière compétitive, c'est une industrie financière qui va pouvoir financer l'économie et donc nous apporter l'autonomie stratégique dont nous avons besoin. Si nous n'avons pas d'industrie financière, nous allons dépendre d'acteurs internationaux pour financer nos PME, notre tissu industriel, notre innovation. Et ça, c'est un sujet. Donc voilà, je voulais simplement déjà poser ce point-là. Et l'autre point que j'aimerais évoquer, c'est le fait que dans tous les aspects réglementaires, et là on voit que ça bouge un peu avec ce rapport demandé par la Commission, par le Conseil, c'est qu'on se pose la question de la stabilité financière, on se pose la question de la protection des épargnants. Je pense qu'il faut se poser aussi la question de la compétitivité de notre industrie, donc que chaque réglementation doit évaluer l'impact de cette réglementation sur la compétitivité des acteurs de cette industrie, ce qui n'a pas été fait notamment pour RIS. Et évidemment, se poser la question de l'impact sur la durabilité de notre économie, donc la finance durable. Alors, pourquoi c'est important ce test de compétitivité ? Parce qu'effectivement, quand on regarde le projet RIS, et on l'a dit, il y a plein de bonnes choses dedans. Faire intervenir plus les particuliers dans les marchés de capitaux, ça permet de lever des financements. Oui, mais il faut regarder plus globalement. Ils vont investir sur quoi ? Est-ce qu'ils vont vraiment investir dans des produits qui vont financer l'économie européenne ? Ça, c'est un point.
On remet en question le modèle, vous avez indiqué les inducements, donc le modèle par rétrocession, mais en fait, le modèle de distribution par commission, c'est le modèle dominant en Europe. Donc, on risque, là, de fragiliser un modèle dominant en Europe pour un bénéfice qu'en fait, nous ne voyons pas clairement. On l'a vu là où le ban a été mis en place, que ce soit par exemple aux Pays-Bas, on n'a pas constaté un afflux de capitaux, et en particulier, on a surtout constaté qu'il y avait une augmentation forte d'allocation d'investissement vers des cryptoactifs. J'ai un doute sur le fait que les cryptoactifs viennent financer l'économie européenne. Voilà. Donc je voulais déjà poser ce point-là, qui me paraît essentiel dans la discussion, et je suis ravie qu'aujourd'hui, à la fois au niveau de l'Europe, de ces différentes institutions, on ait cette prise de conscience. Merci beaucoup. Je me tourne vers Monsieur Marcus Mecklenburg, directeur Head of Legal de BVI, représentant de l'industrie allemande dans ce secteur des fonds, qui représente quand même 4 trillions d'euros. C'est pas rien. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'en pensez-vous de la proposition de la Commission Value for Money, comment, à votre avis, pouvons-nous accomplir cette rentabilité, le bon rapport qualité-prix, en tenant compte de tout cela? Parce que tout dépend de point de vue, mais bien entendu, il est essentiel de prendre en compte le point de vue des investisseurs. Oui, merci beaucoup, Fabienne. Tout d'abord, je voudrais souligner cet aspect lié à la compétitivité. En effet, on en a parlé dans la discussion, donc je suis vraiment reconnaissant aux organisateurs d'avoir mis ce sujet sur la table, parce que cet aspect est très important dans la discussion. De manière globale, cette initiative RIS a commencé pour souligner et améliorer la participation des tailles, etc., les marchés des capitaux, pour accentuer la protection des investisseurs qui est dans l'ensemble, qui constitue l'ensemble des objectifs essentiels. Et cela ne peut pas être considéré de manière indépendante de la compétitivité. Maintenant, pour ce qui est du débat Value for Money, eh bien, je pense qu'il y a une grande partie de cet aspect qui a été abordé aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de l'approche qui vient de la Commission, de notre point de vue, eh bien, n'est pas approprié pour atteindre cet objectif. Et ce, sur aucun des aspects. Maintenant, pour ce qui est de l'autorité de compétence nationale finlandaise, eh bien, c'est important avec cette value for money, cet indice value for money qui vient de la Commission. En fait, ça souligne essentiellement que les benchmarks ne peuvent être la bonne manière pour accentuer le value for money. Parce que l'effet le plus important d'un benchmark, eh bien, c'est quoi? C'est la convergence des prix. Alors, ce qu'en revanche un benchmark peut accomplir, c'est que tout cela les benchmarks peuvent avancer, mais au dépend de la compétitivité et de la concurrence. Donc voilà une victime de cette idée qui est déjà sur la table. Et comme cela a déjà été évoqué ce matin, avec cette fixation, l'aspect fixation du prix, eh bien, génère une complexité. Et pour l'heure, le value for money est en effet un objectif légitime à atteindre, mais ce qui est actuellement proposé sur la table ne permettra pas de faire cela. Très intéressant. Monsieur Thierry Gordjunion, Managing Director, la française AM Finance Service. Je reprends cette notion de benchmark. Est-ce qu'on peut tout benchmarker? Alors, en l'état des choses, donc la directive mandate l'ESMA, effectivement, pour mettre en place des benchmarks de coûts, si j'ai bien compris, sur la base de fonds comparables en termes d'objectifs, en termes de risques et en termes de performance. Donc, effectivement, moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut tout benchmarker? Ça a été un peu exprimé lors de la table ronde précédente. On va prendre un exemple. Vous voulez benchmarker des fonds actions européennes. A priori, ça devrait être assez simple, quoique on peut avoir des stratégies grosses et des stratégies value. Mais il y a autre chose. Dans un échange qu'on a eu, on a parlé de fonds microcap. Comment vous faites pour benchmarker des fonds microcap? Est-ce que vous créez un benchmark distinct ou est-ce que vous les benchmarkez avec les autres fonds d'action européennes?
ça paraît compliqué. Donc moi, là où je m'interroge, c'est de me dire, nous avons en France, en Europe, des compétences et des expertises en termes d'innovation financière. Est-ce que l'un des effets collatéraux de cette directive ne va pas être d'entraver cette innovation financière, puisque si vous présentez des fonds dont le coût dévie du benchmark, vous allez devoir justifier ces coûts additionnels, et si vous n'y arrivez pas, alors le fonds n'est pas agréé et le fonds n'est pas commercialisable. Donc du coup, si pour un gérant d'un fonds un peu plus complexe que les fonds classiques, un produit de niche, donc on gère des produits de niche, donc je sais de quoi je parle, si ça devient plus compliqué à commercialiser, ça risque d'entraver notre créativité française et européenne en termes d'innovation financière. Deuxième point, là aussi je m'interroge, qu'est-ce qu'on met dans le benchmark de coûts? On a parlé de performance, on a parlé d'objectifs, on a parlé de risques. Est-ce que ça suffit? Moi, dans ma carrière, j'ai par exemple travaillé dans des sociétés qui commercialisaient des fonds fiscaux, donc FIP, FCPI, voire des SCPI fiscales. Donc, est-ce que vous mélangez ces fonds avec des fonds qui n'ont aucun avantage fiscal? L'avantage fiscal, il me semble que pour celui qui souscrit, ça fait des impôts en moins, donc ça fait des coûts en moins. Donc est-ce que c'est pris en compte? Si oui, comment? Je ne sais pas. Donc tout ceci mérite d'être précisé. On a parlé également d'ESG. Donc ce qui fleurit en ce moment, c'est les fonds d'impact. Alors l'impact, c'est encore pire, c'est pas du tout financier, c'est extra-financier. Donc comment vous mesurez, comment vous prenez en compte les impacts dans des benchmarks? Je ne sais pas. Donc moi, ma crainte, et on sait de quoi on parle, c'est que nous avons en France 700 sociétés de gestion. Il y a une majorité d'entrepreneurs, de sociétés de gestion entrepreneuriales, qui ont un savoir-faire autour d'une stratégie, autour d'une expertise, autour d'un savoir-faire particulier. Donc si pour ces sociétés de gestion entrepreneuriale qui ont des revenus à défendre, qui ont des charges d'exploitation à supporter, si on leur rajoute des difficultés qui sont des coûts additionnels liés à la mise en place de nouvelles procédures pour justifier les coûts et pour lesquels la commercialisation des fonds est plus compliquée, je me fais un peu de soucis pour eux. Je me dis, est-ce que ces gens-là, demain, pourront rester en l'état, de se développer en l'état? Est-ce qu'ils ne vont pas être contraints de s'adosser ou de fusionner avec des maisons plus grandes? Donc, du coup, est-ce que, encore une fois, l'innovation financière à la française, mais c'est valable à l'échelle européenne aussi, va perdurer. Enfin, un dernier point, on en a parlé lors de la présentation de Morningstar. Quel est le produit pour lequel le coût est le plus facilement justifiable, pardon. Alors, je ne sais pas si on peut dire ETF, mais je vais employer ce terme. C'est l'ETF, effectivement. C'est la gestion passive. Or, qui sont les gérants principaux d'ETF? Ce sont des anglo-saxons, il me semble. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que nous avons une directive européenne qui est faite pour le client de détail européen, qui vise à flécher son épargne vers l'industrie européenne, mais en l'état, les sociétés de gestion bénéficiaires ne seraient pas les sociétés de gestion européennes. C'est quand même assez troublant. Donc voilà, donc je pense que nous tous, nous avons des arguments à faire valoir auprès du régulateur. Merci beaucoup. Monsieur Ángel Martínez Aldama, je ne sais plus si je peux parler français ou anglais avec vous. Très bien, c'est donc en anglais que nous allons parler avec vous, cher Ángel. Donc bienvenue, vous êtes le président de Inverco, comme je le disais. Donc ma question à votre adresse, c'est est-ce que vous pensez que le risque pourrait être pourrait changer les règles du jeu? Alors on parle français ou en anglais? En anglais. Oui, en effet, je vais parler en anglais, pardon pour cela, mais c'est la langue avec laquelle je suis la plus à l'aise. En fait, il y a des aspects positifs. En effet, cela a été critiqué ce matin et je suis sûr que
beaucoup d'entre vous êtes d'accord avec ces critiques. Mais c'est vrai que le RIS a beaucoup d'aspects positifs, notamment pour ce qui est d'augmenter les savoirs, l'éducation financière, etc. D'autres aspects que l'on n'a pas parlé, pourtant c'est très important pour l'avenir des investisseurs. Cependant, les coûts sont en déclin, clairement. Je dis cela sur la base d'un rapport qui évoque cette question, à savoir que parfois nous oublions que cette industrie, ce secteur est très compétitif, que les coûts sont en déclin, cela est clair. Un autre point, les investisseurs européens, donc en UE, à l'exception de certains investisseurs, ils ont le choix, la possibilité de choisir le modèle qu'on leur propose. Donc, je pense que il faut préserver cette liberté, c'est essentiel. Et pourquoi? Eh bien, 96% de la population de l'UE ne devrait se voir privée de cette liberté. Et cela, on peut le comprendre. Et une autre question à présent, pour ce qui est du RIS également. En fait, il y a 70% ou 70% des foyers européens participent au marché financier, alors que c'est bien plus important aux États-Unis. Alors, c'est pourquoi? Eh bien, parce que les coûts sont très chers, mais également parce que il y a de moins en moins de conseillers. Je pense que c'est une mauvaise conséquence, une mauvaise perception des choses. Eh bien, parce qu'aux États-Unis, si les foyers américains participent davantage au marché, eh bien, c'est parce que les services les plus importants, à savoir la retraite et la santé, sont fournis par des entreprises privées, et cela implique que chaque mois, beaucoup d'argent vient enrichir le marché. Alors, nous avons en effet différents modèles que nous respectons bien entendu, mais on ne peut pas changer la réalité, n'est-ce pas? Il nous faut rechercher, par exemple, tout ce qui relève de la fiscalité, les employés dont les impôts relèvent des pensions de retraite. Et pourquoi il y a un déclin? Eh bien, c'est parce que le modèle de la société, ou du moins le modèle où on offre les produits, les soins de santé, les financements, les économies, les épargnes, etc. Eh bien, tout cela sont clairement dirigés influencés par les États-Unis. Alors, l'une des conséquences de cela, comme cela a été dit, eh bien, par chance, cette proposition ne semble pas, n'est pas amenée à être approuvée, Dieu merci. Mais lors de la prochaine Assemblée du Parlement, eh bien, il faudrait débattre davantage avec le secteur, l'industrie, sur les concurrences, la compétition au niveau du secteur, etc. On ne peut pas changer notre modèle de service pour ce qui est, pas seulement pour ce qui est du secteur de la gestion des actifs, mais également pour le secteur des distributions. On ne peut pas changer les idées. Récemment, on a dû s'adapter au MiFID II. Et pour ce qui est du MiFID II, si on propose des produits tiers, eh bien, cela peut générer une récession parce que cela va s'ajouter au déclin. Donc, les entreprises de gestion d'actifs, cela va les impliquer, cela ne fait pas sens. Alors, en tout cas, il y a des objectifs à long terme qu'il nous faut, en tant qu'Européens, avec la transition RIS, les investissements à long terme. Et voyez, on ne peut pas changer la législation toutes les 5 ans parce que l'argent est nécessaire du secteur privé. Également, le budget public est clairement faible, à un niveau bas. Donc, on a entendu, pour ce qui est du secteur, on a entendu les acteurs, on doit travailler ensemble. Mais la conséquence, c'est que si on ne fait pas tout cela, eh bien, comme je l'ai déjà dit, il y aura moins de concurrence, moins de compétitivité, et il y aura la disparition de petites entreprises et cela ne va pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Monteillard, je me tourne vers vous. Vous êtes associé chez FREM. Quels sont, d'après vous, les impacts sur la distribution en l'état? On en est
à l'étape régulation, affaires publiques, et on le voit, il y a énormément de questions qui se posent. Parlons également de l'exécution, l'opérationnel à venir. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci. Bonjour à tous. En effet, nous avons dans notre cabinet fait une étude d'impact opérationnel. Alors aujourd'hui, le texte n'est pas sec, mais tout de même, on peut penser qu'on a, on peut dire d'ores et déjà qu'il y a la règle un peu du 80-20. On est à peu près certain tout de même d'un grand nombre des impacts. Donc le message général, c'est du point de vue, ce projet, c'est un projet énorme avec beaucoup d'impact opérationnel, à la fois pour les sociétés de gestion et les distributeurs, surtout d'ailleurs pour les distributeurs. Et je voudrais attirer l'attention sur deux dimensions. La première dimension, c'est un projet où il y a énormément d'impact pour la conformité, l'informatique, il y a des reporting, beaucoup de choses très lourdes à faire. Ça veut dire des budgets importants, mais également, et ce sera ça mon point d'attention, c'est que finalement, vu par les distributeurs, l'exercice de leur métier est quelque chose dont les règles du jeu vont être profondément révisées, avec des niveaux d'exigence plus importants. Donc le conseil, principalement, mais également la transaction, vont être plus compliqués à faire demain que ça n'est le cas aujourd'hui. Et de ce point de vue, il y a un enjeu, me semble-t-il, pour les sociétés de gestion à accompagner en service leurs clients distributeurs davantage de ce qu'ils ne font aujourd'hui pour apporter des solutions. C'est souvent un credo à l'AFG, d'une manière générale, des grandes maisons. Et là, il y a vraiment une opportunité d'être utile sur ces terrains-là aussi auprès des distributeurs, parce que le menu est copieux pour eux. Donc, je voudrais citer ce que sont les grands impacts pour les distributeurs qui vont leur changer la vie d'un point de vue du cœur de leur métier opérationnel. D'abord, le premier point, c'est la majoration des exigences qui sont faites pour délivrer un conseil. 3 concepts qui sont pas évidemment complètement secs, mais dont on peut penser qu'ils ont de bonnes chances d'être dans la photo finish. L'enjeu d'abord de diversifier le client. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les amendements, quand on regarde les positions, personne ou très peu conteste le fait de l'utilité de cette avancée-là. Donc diversifier le client, ça veut dire que pour les distributeurs, il va falloir travailler en stock et plus en flux, beaucoup travailler encore en flux. Il va falloir avoir une approche globale, y compris avec le cash, l'épargne, pas seulement l'épargne financière. Il va également être nécessaire de générer davantage, que ça n'est le cas aujourd'hui, des recommandations d'investissement et pas du push produit. Aujourd'hui, de benchmark que nous avons fait dans notre cabinet, le taux de recours à des propositions d'allocation préparées est très faible. On est de l'ordre de 15 à 50% des propositions qui sont faites dans les marchés de détail. Demain, ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. On va devoir généraliser. J'en veux aussi pour preuve les enjeux de durabilité. Pour arriver à emmener les clients sur la réponse aux exigences de durabilité, faire ça sans recours à des allocations modèles, c'est impossible quasiment. Donc c'est une révolution. Passer en stock, traiter également en allocation modèle, c'est énorme. Premier vraiment champ d'impact élevé. Deuxième, c'est l'exigence qui rebondit également sur les allocations modèles, mais c'est l'exigence évidemment du meilleur intérêt du client avec la faculté à l'emmener sur un périmètre d'instruments qui soit plus large. Et puis, c'est les ETF qui sont présentés aussi comme une quasi-obligation dans les allocations. Cette majoration des exigences de conseil, ça se retrouve également sur Internet, sur les canaux digitaux. Parce qu'aujourd'hui, le concept français du devoir de conseil total, c'est quelque chose qui choque par rapport, qui va être complètement bouleversé par rapport, faire du conseil avec toutes ces exigences en full autonomie pour les clients et pour les distributeurs, c'est très difficile. Et on va avoir également que
les taux d'utilisation du self-care sont très bas encore dans l'épargne financière. Ensuite, le deuxième impact, les autres je vais aller plus vite, mais on a le renforcement des contrôles réglementaires. Donc sur la RTO, vous avez vu, contrôle des risques, profil de risque du client, également capacité à subir des pertes. En RTO, tout ça, ça doit rentrer également dans les processus. On a aussi l'obligation de calculer les performances en gestion libre. C'est quelque chose qui est assez peu lobbyé d'une manière générale, mais qui va coûter très cher et qui va inciter les distributeurs à augmenter la part de la gestion accompagnée. La gestion accompagnée, on est de 25 à 50, 60%. Et ça veut dire qu'il y a quand même à peu près quelque chose comme les 2/3 du marché, schématiquement, qui va souffrir, fournir des performances sur une gestion libre. Ça va être très difficile pour les teneurs de compte, pour les assureurs. C'est très, très difficile à faire. Voilà. Donc, tous ces enjeux-là, et ensuite, dernier commentaire, c'est si il devait y avoir le ban partiel sur les ventes non conseillées, du point de vue opérationnel, je ne parle pas du point de vue économique, mais du point de vue opérationnel, c'est un cauchemar à anticiper. Donc, ça, c'est des impacts très élevés. On est à peu près sûr que tout ça va arriver. Et c'est une opportunité pour les sociétés de gestion, un grand besoin pour les distributeurs et une opportunité pour les sociétés de gestion d'être au rendez-vous de l'accompagnement de ces besoins de leurs clients distributeurs. Merci beaucoup, Monsieur François Mézières. Merci d'avoir été patient. Vous êtes directeur général chez VIP Conseil. Les produits que vous distribuez, hein, j'ai eu l'impression en préparant avec vous, que vous me dites qu'ils sont déjà passés en fait sous les fourches codines du RIS. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Du coup, vous avez l'air serein. Pas du tout serein. Expliquez-moi ça. Je comprends mieux. Avec mon voisin qui disait que le menu était... Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît. Le menu était lourd, voire indigeste. Effectivement, il y avait tous les problèmes réglementaires que vous avez évoqués. Quand le menu est lourd, généralement, on est accompagné avec des rétros ou des choses comme ça. Et justement, on a un menu qui est lourd, des obligations importantes, avec au final moins d'argent à l'arrivée. Et donc moins d'argent pour pouvoir justement accompagner le client et lui donner des outils nécessaires pour le suivi de ces contrats. Alors quand je vous disais effectivement que on distribue principalement à travers des plateformes de contrats d'assurance vie, etc. Donc ça veut dire que les sociétés de gestion, pour la plupart, ont été challengées par les assureurs, ont dû vraisemblablement pour la plupart, pour ceux qui excédaient des 33% de la moyenne, et comme le disait tout à l'heure mes voisins proches, ils disaient effectivement que ça posait un problème pour les fonds de niche, ce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça n'empêche qu'effectivement, il y avait une option quand même. Il y avait une option qui était de dire, si jamais on démontre que la gestion apporte vraiment des performances par rapport à la moyenne, alors ça pouvait être gardé. Bon, les assureurs vont pas du tout se mélanger avec ça. Ils vont considérer que dès que c'est au-dessus, on va le supprimer parce que ça sera beaucoup trop compliqué à le justifier. Donc ça, déjà, on l'oublie. Donc c'est vraiment qu'une question de commission. Mais en fait, nous, on est à la fin de la chaîne de distribution, puisque vous aurez déjà éliminé, baissé les frais, les assureurs vous référenceront, ou non d'ailleurs, mais a priori, vous allez baisser vos frais. Et donc, pour toute l'industrie, ça fera moins d'argent. Mais en fait, le risque ultime de RIS, nous, on le concevait comme ça, c'était un risque de fin de rétro. Et fin de rétro, c'est pour nous la fin du monde. Parce qu'on nous dit oui, mais vous pourrez faire... les clients paieront des honoraires. Voilà. Bon, on a vu ce qui se passait en Angleterre. C'est pas tout à fait le cas. Donc c'est un problème effectivement pour les distributeurs comme nous, mais c'est un problème pour les clients finaux, parce que les clients finaux ne seront plus adressés. C'est ce qu'on a vu, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre.
Ils ont supprimé pendant les rétros, très bien. Donc les gros clients continuaient à être suivis et les petits clients ne l'étaient plus. Donc ils allaient où? Ils allaient sur Internet, où ils plaçaient ça comme ils voulaient, en cryptoactifs, comme le disait, on l'avait dit préalablement, ou sur des ETF détenus, je me répète, et je répète ce qui a été dit, mais qui étaient détenus majoritairement par des sociétés anglo-saxonnes. Donc c'est pas, enfin voilà, le but du jeu, certes, c'est que les clients ne payent pas trop, mais le prix, il n'y a pas que le prix. Avec le prix, il y a le conseil. Enfin, et ça, c'est valable dans tous les secteurs. Donc, effectivement, in fine, là, pour l'instant, ce qui a été trouvé, c'est quand même globalement mieux que ce qui aurait pu l'être. On va voir dans 3 ans si effectivement le régulateur considère que les assureurs ou que les sociétés de gestion ont suffisamment baissé les frais. Et le pire serait effectivement qu'il y ait la fin des rétros pour les distributeurs. Mais merci beaucoup. Je reviens vers vous, Madame Delphine de Chaise-Martin. On a la chance d'avoir effectivement la représentante de l'AFG. De même qu'en ouverture, on avait la vice-présidente de l'AFG avec Madame Fanny Wurth, qui également va ici au Damundi. Je précise parce que j'avais manqué de clarté tout à l'heure. Moi, je vais le dire de manière claire. Est-ce que avec l'ARIS, on ne se tire pas une balle dans le pied, Madame de Chaise-Martin ? Je pense que c'est exactement ce qu'on a dit. En fait, je ne serais peut-être pas aussi catégorique. L'objectif de RIS, on le partage. C'est-à-dire qu'augmenter notre base d'investisseurs de détail, et Alexandre Koch l'a dit également tout à l'heure, c'est indispensable. C'est même aussi un sujet, comme l'a dit Tanguy plus tôt, de faire venir ces épargnants parce qu'on a besoin, et ils ont besoin surtout eux, d'une épargne longue pour préparer et financer leurs projets de vie. Donc on parle de la retraite, on parle aussi de projets de tous ordres. Et de notre côté, l'économie a besoin de financement long pour financer les PME, les entreprises qui sont en transition, etc. Et tout ce qui est innovation technologique. Donc oui, il faut que l'ARIS augmente notre base d'investisseurs de détail, mais que ça ne soit pas aux dépens d'une industrie qui du coup ne pourra plus jouer son rôle dans le financement de l'économie, ce qui serait quand même là un vrai sujet. Et je rebondirai sur la value for money, on l'a déjà beaucoup évoqué. Value for money, c'est rapport qualité-prix. Je pense que dans le mot, il y a qualité. Dans la qualité, en s'agissant d'un produit, en fait, ça dépend du profil de votre investisseur. Vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes attentes à tout âge de la vie et selon ce que vous attendez de votre produit. Il y a aussi la notion de performance, il y a la notion de prise de risque. Il y a, si vous voulez investir plutôt dans des projets de financement immobilier, d'énergie, de transition, d'innovation, enfin, donc c'est très large. Et on est en train un peu de résumer la RIS à le produit le moins cher au meilleur coût. Nous, on ne dit pas que ce n'est pas indispensable, on dit qu'il faut, enfin, on dit pas qu'il faut produire également des produits moins chers, mais il faut que l'offre reste diversifiée. Parce que c'est la garantie de diversification des risques globalement, donc d'une stabilité des marchés, et c'est la garantie que les investisseurs trouveront aussi un panel de produits qui répondent à leurs besoins. Voilà. Donc finalement, on dit oui à la RIS, mais tout dépend effectivement de la façon dont on la met en œuvre, et en ayant en tête que, garder une industrie financière compétitive, c'est critique. C'est crucial. Garder une offre importante et diversifiée de produits financiers qui répondent à tous les besoins de notre économie et de nos épargnants, ça aussi c'est un point fort. Et il ne faut pas oublier ces aspects-là qui sont vraiment importants. Voilà.
Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Thierry Gorgenon, je ne sais pas si vous voulez rebondir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment. Et puis sinon, un aspect qui paraît intéressant, une des mesures de risque, hein, c'est de vouloir améliorer le niveau de connaissance des conseillers et des investisseurs de détail. Et est-ce que ça prend la bonne direction? Je ne sais pas quel éclairage vous voulez apporter là-dessus. Alors, plusieurs choses. Je vais commencer par la fin. Donc, ça passera par la formation. Donc, les outils sont là, le cadre est là. Donc, logiquement, l'objectif devrait être atteint. Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites, et dans l'absolu, je suis d'accord avec l'ensemble. Le conseil a du bon. Le conseil a du bon. Je vais prendre un exemple. Dans un environnement SFDR, le client de détail doit exprimer ses préférences de durabilité. Et normalement, le conseiller doit lui proposer le produit qui répond à ses besoins. Donc on peut très bien dire, non, le client de détail peut se débrouiller tout seul. Est-ce que vous pensez sincèrement que le client de détail maîtrise les subtilités de la taxonomie? Est-ce que vous pensez sincèrement que le client de détail maîtrise les principes de PAI? Donc moi, à titre perso, je ne crois pas. Donc le client de détail doit être accompagné par son conseiller. Donc le conseil est du bon, et tout travail mérite salaire. Et effectivement, le salaire aujourd'hui, c'est une rétrocession. La seule condition, selon moi, c'est que pour que ça soit accepté, parce que le client de détail est mature, il faut que ça soit transparent. Il me semble que c'est le cas. Bon. Alors si demain on dit, non, il n'y a plus d'inducement, les conseillers, ce sont des entreprises, ils ont des salariés à payer, ils ont des charges d'exploitation à couvrir. Donc, comme l'a dit Pierre, ils vont devoir proposer autre chose, des nouveaux services à destination de leurs clients ou aller chercher encore plus de clients. Donc là aussi, je considère que le client de détail est assez mature. Donc s'il considère que les services qui lui sont proposés lui apportent quelque chose, ils les paieront. Sinon, non. Alors après, dans la réalité, si on regarde un peu le client de détail de près, vous avez des personnes qui ont du temps, des ressources, donc qui sont prêts à les payer pour une valeur ajoutée. La grande masse du client de détail, alors on parlait de Madame Michu, elle a autre chose à penser. Nous sommes dans une période d'inflation, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de coût de l'énergie, etc. Je ne suis pas certain que le client de détail souhaite payer pour avoir ses services, même s'il en a besoin. Et donc, le client de détail ne sera plus conseillé. Et comme ça a été dit, il ira tout seul sur Internet, investir dans des cryptos. Et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des idées. Donc, la photo demain, qu'est-ce qu'elle peut être? Vous pouvez avoir des clients de détail suivis par des grands réseaux bancaires, des clients de détail suivis par des grosses plateformes assurantielles, des clients de détail suivis par des regroupements de conseillers de gestion de patrimoine, parce que le conseiller de gestion de patrimoine, on travaille avec 2000 conseillers, donc on sait ce que c'est. L'essentiel, c'est des petites structures. Et ce que subissent les sociétés de gestion entrepreneuriale, c'est pareil pour le conseiller en gestion de patrimoine. Plus de coûts, pression sur les marges. Donc, la tendance actuelle de concentration du marché de la prescription risque de continuer de s'accélérer. Donc demain, nous devrions avoir des gros regroupements de conseillers en gestion de patrimoine qui pèsent 10 à 15 milliards d'euros en termes d'encours conseillés. Donc, moins de concurrence, et ça, c'est jamais bon. Un centre de gravité qui se déplace de la société de gestion vers le distributeur, parce que le distributeur a des clients. Et si la société de gestion veut y retrouver son compte, comme l'a dit Pierre, il faudra qu'elle amène du service, du serviciel, donc au distributeur. Et nous, société de gestion, donc on a des choses à faire valoir et du serviciel à mettre en place. Merci beaucoup. Monsieur Ángel Martínez Aldama, président d'Ingerco, est-ce que vous voulez ajouter un mot de conclusion, hein? Le temps passe vite, avec tout ce que vous avez entendu, des réactions? In the microphone, please. Ouais, eh bien, je pense que, comme l'a dit Tanguy, le processus
c'est aux États membres, ce n'est pas à Bruxelles. La responsabilité, c'est aux États membres. Les compétences appartiennent aux États membres. Ce sont eux qui sont responsables pour améliorer la transparence financière. Et deuxièmement, c'est un des principes d'augmenter l'investissement. Pourquoi interdire les incitations? Je ne représente pas la distribution, mais est-ce que c'est ça l'objectif? Et qu'en est-il des plateformes futures? Ce n'est pas clair l'objectif de cette stratégie. Troisièmement, je voudrais vous donner un exemple avec l'industrie chimique qui fournit, l'industrie médicale qui fournit des médicaments. Les gestionnaires proposent une bonne gestion. L'industrie pharmaceutique vend des médicaments. Ils vont à leur conseil, les médecins qui paient, la société paie les médecins directement ou indirectement. Ils amènent des médecins dans les îles tropicales ou autres. Les paiements s'appellent des valeurs ajoutées. Quand l'industrie de gestion vend des produits aux distributeurs, ces paiements s'appellent rétrocession. Et là, on a un conflit d'intérêts. Que doit faire un gestionnaire d'actifs? Il faut tirer des leçons de l'industrie pharmaceutique en termes de marketing. Monsieur Marcus McClungour, vous avez beaucoup d'idées sur ce qui a été dit, j'en suis sûr. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot? Bien entendu. Je pense qu'un élément clé de notre projet ici est bien entendu les incitations. On a beaucoup entendu dire sur l'impact potentiel des incitations. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais vous informer que nous avons mené des recherches intéressantes sur ce qui se passe réellement sur les incitations. On connaît les évaluations de SEA et une pénurie de conseils, mais quel serait le résultat en termes des objectifs de la Commission? Et c'est très frustrant. Et il existe deux éléments que la Commission veut réaliser, c'est-à-dire de meilleurs retours sur l'investissement grâce à des frais réduits et deuxièmement, une meilleure participation de détail. On a évalué les résultats aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et il est très évident que les incitations sont insuffisantes. Et il faut de meilleurs retours sur l'investissement. On a vérifié l'historique. À partir de 1999 jusqu'à l'année dernière, on a évalué les retours sur l'investissement sur une base de trimestre. On a fait une comparaison avec un système sans satisfaction dans ces deux pays. Et le résultat, l'amélioration sur le retour était 0,04 sur une base de trimestre. Statistiquement, ce n'est rien. Donc, les investisseurs n'ont pas tiré bénéfice de cela. Deuxième élément, participation du détail. Cela a augmenté de manière dramatique dans ces deux pays. En France, il y a beaucoup moins. On a parlé de la mode des crypto-monnaies. Cela montre sur une base empirique que ce n'est pas la bonne voie. Je pourrais conseiller aux décisionnaires d'abandonner ce chemin. Merci. Est-ce que vous vous sentez capable de faire une conclusion très courte, Monsieur Monteillard ou Monsieur Mézières, ou peut-être c'est pas nécessaire, mais en général, voilà, je rends les panels à l'heure, mais je voudrais pas vous frustrer, messieurs. Non, mais très courte, en effet. Beaucoup a été dit. Il y a en effet un gros débat sur VFM et le ban, c'est évident, mais encore une fois, ce qui va se passer est quasi acquis. Je veux dire, même si le lobbying est intense, il y a des millions
plein d'amendements, etc. Ce qui est sûr, c'est que la pression sur les coûts, elle arrivera, elle va être par différents moyens. On n'a pas parlé de la transparence des frais, mais c'est monstrueusement impactant, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Et il y a aussi des opportunités, parce que dans un marché en mouvement, on parlait de l'accompagnement, en effet, il va y avoir des acteurs au tapis, il va y avoir des douleurs, mais il y a aussi des opportunités. Et il est temps aussi de mesurer ces enjeux stratégiques qui vont faire qu'il y aura des gagnants et des perdants dans cette affaire. Monsieur Mézières? Non, ça. On va vers une standardisation. En fait, moins il y aura d'argent, plus les acteurs vont se consolider, plus ça sera standardisé. Et on va retrouver ce qu'on reprochait aux réseaux bancaires, on avoir des réseaux bancaires qui distribuaient des produits simples à tout le monde. Et aujourd'hui, on a une industrie qui est quand même relativement large dans les distributeurs. On a quelques très gros acteurs, en tout cas quelques gros acteurs qui commencent à se devenir, comme vous le disiez, entre 10 et 15 milliards. On en a des plus petits. Je crois que pour les tout petits, ça va être compliqué de continuer à vivre. Donc effectivement, il y a un certain nombre de solutions qui existent, des réseaux ou des consolidations de part et d'autre. Mais plus ça va se consolider, moins il y aura de choix pour le client et plus ce sera standardisé. Voilà. Je sais qu'à l'AFG, vous suivez ça de près, toutes ces tendances et ces évolutions de la consultation notamment. Je ne sais pas si Mme Delphine de Chesnais-Martin voulait un mot de conclusion rapide. Sinon, je renvoie bien sûr aux travaux de tous ces acteurs panélistes très intéressants et de l'AFG. Non, moi, je crois que tout n'est pas perdu. Donc on continuera à faire valoir nos arguments et à défendre cette industrie. Et il me semble que c'est dans l'intérêt de tous. Voilà. Merci à vous. On peut applaudir nos panélistes qui nous éclairent ce sujet très complexe, mais si important.
an open window on the world. Following the sun at any time and any place. Illuminating innovation constantly. Offering solidly anchored solutions. Sharing expertise in partnership. Follow your ambitions. Discover Casis. Casis, solid and innovative.